veut déchouquer le président de la SAFER. Un rapport rédigé à la demande du ministre de l'Agriculture remet en cause sa gestion des terres agricoles de la Guadeloupe. L'éclairage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Microcéphalie, un premier cas détecté en Martinique. Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle? À quelle allure évolue le virus chez nous? Nous ferons le point sur la menace Zika avec le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de l'ARS. Il est notre invité. Et les vacances scolaires seront studieuses pour une centaine d'élèves à Pointe-Noire. Le lycée professionnel a ouvert ses portes aux jeunes qui n'iront pas camper. Bonsoir à tous. L'effroyable scénario est arrivé. Un premier cas de microcéphalie a été détecté en Martinique. Aujourd'hui, 130 femmes enceintes sont touchées par le virus Zika aux Antilles-Guyane. Le point sur la menace Zika avec Bénédicte Jourdier. Il y a 2 semaines, une patiente enceinte depuis 5 mois apprend lors de son échographie de contrôle que son fœtus est atteint de microcéphalie. Un cas de malformation crânienne fortement suspecté d'être lié au virus Zika a annoncé hier la ministre de la Santé Marisol Touraine. La microcéphalie est une malformation qui se caractérise par la petite taille du crâne du fœtus. Elle peut entraîner des handicaps, voire la mort. On a découvert qu'au niveau donc, du cerveau de ce bébé, en plus de la microcéphalie, il présente des lésions intracérébrales majeures, à savoir donc, une atrophie de son cerveau et surtout ces calcifications, vous voyez, intracérébrales que vous voyez ici. Sur les 12 600 cas avérés en Martinique, 77 femmes enceintes sont identifiées comme touchées par le virus. En Guadeloupe, le dernier rapport épidémiologique du 18 mars fait état de 805 cas de Zika biologiquement confirmés. Parmi ceux-ci, 2 femmes enceintes et une jeune fille atteinte de myélite. Patrick Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de l'Agence régionale de santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle? C'est une nouvelle importante et il faut la considérer comme telle. Nous suivons les femmes enceintes en Guadeloupe, tout comme nos collègues en Martinique. Et vraiment, tous les messages de prévention que nous essayons de faire passer, nous essayons de convaincre ces femmes de bien se protéger des piqûres de moustiques et de bien rester dans le protocole de suivi de leur grossesse. Tout ça pour minimiser le risque, notamment de microcéphalie. Alors, la Martinique vient d'être placée au niveau 3 du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies. À quel rythme évolue le virus chez nous? Alors, nous sommes toujours en phase 2 de ce programme, de ce même programme, c'est-à-dire circulation débutante du virus. Alors c'est vrai que la circulation, elle est débutante depuis le mois de janvier. Nous n'observons pas actuellement d'accélération de cette circulation. Aujourd'hui, nous avons une centaine de cas confirmés biologiquement d'infection à virus Zika, à peu près 800 cas cliniquement évocateurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la confirmation biologique, mais dont le médecin présume, compte tenu des signes qu'ils ont présentés, qu'ils ont fait un Zika. Et parmi ces la centaine de cas confirmés, nous avons 2 femmes enceintes qui sont suivies encore aujourd'hui. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, avait préconisé aux femmes enceintes de reporter, enfin aux femmes désireuses en tout cas d'enfanter, de reporter leur projet de grossesse. Ça avait suscité quand même beaucoup de polémiques. Finalement, avait-elle raison? Alors, l'important, c'est d'apporter la bonne information à chaque femme. Les femmes qui sont déjà enceintes, c'est une information qui ne peut pas leur apporter grand-chose. Elles le sont. Nous avons environ 5000 femmes enceintes chaque année en Guadeloupe, dont une part conséquente déjà enceinte actuellement. Donc, il faut leur apporter un message. Le message, c'est de se protéger. De se protéger durant les rapports sexuels aussi, parce qu'il y a une possibilité de transmission sexuelle, de se protéger des piqûres de moustiques, de tout faire pour ne pas s'exposer à ces piqûres, notamment au cours du 1er et du 2e trimestre de la grossesse. Pour celles qui sont en âge de procréer, qui ne sont pas enceintes et qui n'ont pas de projet de grossesse immédiat, bien évidemment, nous les incitons à avoir une contraception efficace dès aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas de projet immédiat et qui entendent bien les messages et qui savent surtout, qui pressentent qu'elles ne pourront pas s'assujettir à un suivi strict
des consignes que nous donnons. Dans la mesure du possible, nous conseillons de reporter ces projets de grossesse, tout comme le niveau national le préconise. Avez-vous anticipé justement des cas de microcéphalie en Guadeloupe? Alors, une cellule existe-t-elle déjà pour justement encadrer ces femmes avec leurs enfants atteints de cette maladie? L'important pour toutes les femmes, et notamment celles qui potentiellement ont un diagnostic confirmé de Zika, je rappelle que avoir le Zika ne veut pas forcément dire que le bébé est forcément atteint. Mais c'est un premier signe de risque un peu plus élevé que la moyenne. Donc l'important, c'est que les femmes qui sont enceintes se fassent suivre régulièrement, qu'elles n'hésitent pas à parler à leur médecin des symptômes qu'elles peuvent éventuellement ressentir. Les symptômes, c'est classiquement le rush cutané, ce qui peut s'apparenter, le rush cutané, c'est-à-dire une éruption cutanée, ce qui peut s'apparenter à une conjonctivite. Parce que dans 70 à 80% des cas, l'infection passe inaperçue, mais il existe des symptômes. Absolument, même très fugaces, mais cette symptomatologie existe. Elle existe sur 1, 2, 3 jours. Très peu présent, mais quand même, ça peut se distinguer. Il faut absolument qu'elles n'hésitent pas à en parler à leur médecin, qui là aura la bonne démarche en termes de confirmation diagnostique. Si elles rapportent l'information sur l'instant même, puisque pour la recherche, la confirmation biologique, le mieux, c'est de signaler ces signes au plus près, lors de la consultation médicale, au besoin d'en provoquer une. Quels sont les signes? Pour les signaler. Le rush cutané, la conjonctivite, les douleurs articulaires ou musculaires en lien avec rien d'autre, a priori, quand elles n'ont pas. Mais de toute façon, une femme qui a une symptomatologie fiévreuse ou pas doit se rapprocher de son médecin pour une évaluation plus précise. Alors, il n'y a pas que la microcéphalie, il y a également les cas de myélite. Un cas a été détecté en Guadeloupe. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette jeune femme, cette jeune fille plutôt de 15 ans, cette adolescente? Alors, cette jeune fille est toujours suivie par le service de neurologie. Elle se remet progressivement, très progressivement, mais son état de santé ne s'aggrave pas, s'améliore même. Alors, avec l'arrivée des campeurs sur les plages pour la période de Pâques, est-ce qu'on peut s'attendre à un pic, à une recrudescence des cas de Zika en Guadeloupe? Alors, un pic, pas forcément, puisque l'épidémie n'a pas démarré. Et effectivement, si l'épidémie démarre à un instant, bien évidemment, il y aura une progression du nombre de cas. Ce qu'on peut préconiser pendant ces vacances de Pâques, c'est la poursuite des opérations de prévention, de protection. Ce n'est pas parce qu'on est à Pâques à la plage qu'il ne faut pas continuer de se protéger des piqûres de moustiques ou de continuer de lutter efficacement contre les moustiques. Le virus Zika a été découvert sur un singe en Ouganda en 1947. Une épidémie a été déclarée en Polynésie française en 2013. Pourquoi les chercheurs ont-ils pris autant de temps pour s'intéresser à ce virus? Alors, ce qu'il faut juste noter, c'est que l'épidémie de 2013, c'est la première épidémie véritablement dans une population importante. Alors, même si la Polynésie, c'est 237 000 habitants, voilà, c'était la première population qui permettait de mesurer l'impact significatif du virus sur une population. Donc, les travaux ont commencé à ce moment-là, mais même en Polynésie, ils n'avaient pas, en tout cas pendant l'épidémie de 2013, de notion d'atteinte du fœtus pendant la grossesse. Patrick Saint-Martin, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur cette question délicate. Le conseil d'administration de la SAFER est attaqué pour sa gestion. La société chargée de protéger les terres agricoles de la Guadeloupe a été mise en cause dans un rapport du ministère de l'Agriculture. Certains y voient une volonté d'écarter le président actuel. Le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter. Qui veut déchouquer Rodrigue Trèfle, le président de la SAFER, en poste depuis 1997? La question se pose quand dans un rapport, le fonctionnement et la gouvernance de cette société d'aménagement sont remis en cause et son conseil attaqué. Pourtant, les comptes sont positifs. Le président a reçu du ministère une médaille pour son travail au sein de la SAFER. Alors pourquoi ce rapport? Pourquoi maintenant que tout va bien? La SAFER de Guadeloupe, la seule structure aujourd'hui qui a pu, avec si peu de moyens, dégager des résultats positifs à 1,9 million d'euros, là aussi, ça démontre qu'on est efficace. Je m'inscris en faux contre ce rapport, puisque tous les faits qui ont été avancés
on a les réponses. Les auditeurs, ils précisent bien dans le rapport qu'ils ne font pas d'audit. Ils font simplement un rapport qui sera soumis à aucune contradiction. Ça dénote la volonté de nuire et surtout de m'empêcher de donner les réponses. Aujourd'hui, je pense que le travail accompli, parfois, ça dérange certains. La réforme foncière est pratiquement achevée. Une des missions principales de la SAFER aujourd'hui consiste à s'assurer que ceux qui achètent les terres sont bien des agriculteurs. Des terres très convoitées. Le conseiller Galantine s'interroge également. La notion de rapport, c'est diligenté. Un point qui m'interroge en fait dans ce fameux rapport, pourquoi on parle de « il est temps qu'on ait un directeur et un président ». Je constate que la SAFER aujourd'hui, avec le président Rodrigue Trèfle, a fait un bond formidable dans la gestion. Les terres récupérées par la SAFER sont confiées au GFA, au groupement foncier agricole. C'est ensuite la Chambre d'agriculture qui est chargée du suivi. La mésentente entre les deux présidents ne facilite pas la mise en place des actions au sein du monde agricole. Les jeunes agriculteurs qui siègent à la SAFER ont des attentes. Le rapport n'en fait pas état. Nous, ce qu'on conteste dans le rapport du ministère aujourd'hui, c'est surtout le manque de pertinence de ce rapport. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout se passe mal et que si on change le PDG de la SAFER, on changera l'avenir de l'agriculture. Nous, on dit non. Le conseil d'administration de la SAFER va réclamer au ministère un audit. Rodrigue Trèfle est conscient que son poste est au centre d'une bataille politique. Fort de ses résultats, il n'a pas l'intention de se laisser faire. Autre bataille politique, celle qui se jouait au sein du Grand Port Caraïbe. Le président Harry Chalus et sa deuxième vice-présidente ont fustigé le rôle du préfet dans ce vote. Selon le président du conseil régional, celui-ci aurait dû s'abstenir de voter en faveur de Philippe Khalil, élu à la tête du conseil de surveillance du port maritime de la Guadeloupe. Jacques Billan, lui, a réagi à ces critiques ce matin. Il a rappelé son droit à voter librement. Que pensez-vous de cette affaire? Vos commentaires recueillis par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Est-ce que je comprends? Ce serait bien déjà qu'ils nous expliquent pourquoi. Parce qu'on n'a pas d'informations. Donc, se battre, je crois que c'est un grand mot quand même. Responsabilité, je dirais plutôt. Ça, c'est leur choix. Est-ce que nous, on a bénéficié de ça? Je trouve que les comportements sont irréprochables en fait. Il y a déjà une nouvelle équipe, donc je pense quand même qu'ils vont faire au mieux. Moi-même, pas dit rien de ça parce que c'est les gros qui ont mangé les petits. Et un seul bulletin, c'est vous ou pas qu'on a nagé, c'est nager ou pas qu'on a nagé. Et peut-être que Charlis avec l'autre monde, peut-être il y a un petit débat. Pourquoi on ne peut pas dire rien? Parce qu'on est là pour manger. Et on n'est pas là pour compter combien de bœufs qu'il y a. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui domine sur l'homme. Nous le voyons tous les jours. Parce qu'ils doivent se motiver un petit peu pour s'occuper un petit peu de tout ce qui nous concerne. On va quand même mettre des petites enveloppes pour eux et puis il faut derrière que ça puisse suivre. J'attends un peu plus d'efforts venant de leur part. Le problème qu'il y a en Guadeloupe, tout le monde a besoin même bien là. Mais sans sport, il ne faut pas ni deux monde même côté là. Deux mal capables dans le même tout là. Alors si Charles Jacques président ou Jacques président à Bastet, mon TP laisser bon d'autres. Ça m'a pas vu quand il y a dans sa guerre. Boga il vient président à connaître lui, c'est quoi ça m'a arrêté. Ça a bouta pour arrêter. Mais moi quand je suis un peu content qu'il vienne président à sécurité à Paola. Elle entend bien ne pas être oubliée. Mélina Seymour, leader du mouvement Ambition Guadeloupe, a interpellé hier soir Harry Chalus dans le cadre de l'émission politique de la rédaction d'ATV Guadeloupe Réponse. Elle a réitéré sa volonté de créer, avec le président de la région, une délégation régionale à la jeunesse. On l'écoute. Harry Chalus a pris un engagement devant les Mouliens le 10 décembre 2015 en reconnaissant que j'avais des capacités. Les discussions sont en cours. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je rappelle qu'Ambition Guadeloupe, et pas simplement par la voix de Mélina Seymour, Ambition Guadeloupe a appelé à voter aussi pour l'équipe Changer d'avenir. Aujourd'hui, Ambition Guadeloupe souhaite travailler en collaboration avec
la majorité. Mais justement, comment peut s'articuler ce travail? C'est ça que vous ne voulez pas nous dire? Non, mais bien sûr que je peux vous dire. Mais justement, c'est travailler en collaboration, c'est quoi? Puisque les questions de la jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui me... c'est mon combat, c'est mon cheval de bataille. Nous, ce que nous proposons, c'est de mettre à disposition toutes nos compétences pour que la jeunesse puisse avoir une espèce, une cellule référente pour tout ce qui concerne les questions de la jeunesse, qu'on puisse dire allez voir un tel, allez voir telle équipe au niveau de la région. C'est vraiment, je pense, rapprocher aussi l'institution régionale de la jeunesse qui ne comprend pas toujours, qui est baladée ici et là. Je pense qu'il faut, pour pouvoir prendre en compte les aspirations de la jeunesse... Comment matérialiser cela? Il faut tout simplement... Les structures sont existantes, tu n'es pas obligé de créer des structures. Il y a des structures qui sont existantes. La région, tout simplement, il y a plusieurs structures qui peuvent accueillir une telle équipe pour pouvoir travailler, pour pouvoir déléguer des missions. Il faut pouvoir déléguer. La grève se poursuit à CanalSat Antilles-Guyane. Depuis le 2 mars, les salariés exigent l'annulation de la procédure de licenciement d'une employée. Un licenciement jugé abusif. La direction, elle, campe sur ses positions et ne souhaite pas réintégrer cet employé. Une décision que déplore l'intéressée. Gladys Barfleur, interrogée par Isabelle Hameau. Un bilan assez négatif parce qu'on avait commencé les négociations, on a discuté, on leur a démontré que tout ce qu'ils avançaient, c'était sans preuve, que c'était un licenciement abusif. Puisque, bon, on sait, hein, en 17 ans, la personne n'a jamais, je n'ai jamais eu ni d'avertissement, ni de blâme, etc. On ne peut pas du jour au lendemain licencier quelqu'un pour faute simple et à effet immédiat, c'est pas possible, la procédure n'étant pas respectée. Donc on leur a fait comprendre tout ça. Lors des négociations, on a eu l'impression qu'ils comprenaient. Et là, le lendemain, statu quo, ils reviennent sur leur décision, ils ne veulent plus rien entendre. Et là, tout ce qu'ils savent faire, c'est nous envoyer la gendarmerie. Et ils veulent que les boutiques ouvrent, que tout fonctionne normalement sans se préoccuper du devenir des salariés de Canal+. Étant un licenciement abusif, c'est clair qu'on fera appel au prud'homme. Là, on essaie de négocier, de trouver un accord parce qu'il est hors de question. Tout le monde connaît les taux de chômage en Guadeloupe. On essaie de négocier pour voir comment on peut s'en sortir. Là, il n'y a aucune réponse de la direction, tout est négatif. Ils veulent imposer leurs décisions et c'est tout. Ils ne souhaitent pas discuter, ne souhaitent pas négocier. Et nous, ça nous motive d'autant plus puisque c'est une injustice, donc on se battra contre les justices. C'est une mesure qui avait été annoncée par le gouvernement en janvier 2016 pour inverser la courbe du chômage. La prime à l'embauche pour les PME est entrée en vigueur en Guadeloupe le 1er février. 10 à 15 demandes de prime à l'embauche sont enregistrées chaque semaine chez nous. Reportage Isabelle Hameau. Il y a un mois dans cette entreprise, des postes étaient vacants. 4 nouvelles recrues les ont occupées. Avec le dispositif d'aide à l'embauche, cette société de 20 salariés a pu gonfler son effectif. On nous a proposé ce contrat sur des chômeurs de longue durée. C'était pour moi la seule alternative. Donc on est allé dedans tête baissée. Et aujourd'hui, je crois qu'on a embauché 4 personnes sur ce type de contrat, sur des CDD de 12 mois minimum. L'entreprise touche une aide de 2 000 € par an pendant 2 ans maximum. Néanmoins, 2 conditions s'imposent. La première, des contrats en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. La seconde, que les salaires soient inférieurs à 1 906 € par mois. Si ce dispositif favorise l'embauche des personnes les plus touchées par le chômage, la mesure ne serait pas suffisante selon les chefs d'entreprise. C'est toujours bon de prendre ce qu'on nous offre. On va s'aligner sur tout ce qui va sortir. Maintenant, je pense qu'on a besoin de mesures beaucoup plus importantes pour vraiment pour stimuler les entreprises à embaucher. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même submergé de charges qui sont pas négligeables dans la balance à la fin du mois. Aujourd'hui, moins de charges, je pense que ce serait la très très bonne alternative pour pouvoir embaucher. Cette prime est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés en moyenne, soit 3 millions d'entreprises à l'échelle nationale. En Guadeloupe, entre 10 à 15 demandes d'aide à l'embauche sont déposées par jour au Pôle emploi. Certaines sociétés admettent profiter d'un effet d'aubaine. Elles demandent cette aide à l'embauche alors qu'elles avaient déjà prévu de recruter. En Guyane, pour trouver un travail, Pôle emploi organise des job dating. Des demandeurs d'emploi ont ainsi été présélectionnés et ont pu rencontrer directement des recruteurs de 6 agences spécialisées pour tenter de décrocher un poste. Xavier Paul Lepeletier était sur place.
Peintre, maçon, chef de chantier, mais aussi assistante de direction ou encore secrétaire comptable. Autant de métiers qui recrutent en intérim en Guyane et les habitués y trouvent leur compte. Je trouve ça formidable quand même de passer d'une entreprise à l'autre, en fait, d'une boîte d'intérim à l'autre. Je pense que c'est plus facile de trouver du travail en intérimaire parce qu'on se fait connaître des chefs d'entreprise et des salariés aussi. Et puis souvent ça se termine par un CDI. Donc si l'employeur voit qu'il cherche quelqu'un et que vous êtes compétent, il va forcément vous prendre et ne pas aller chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Ce mois-ci même, j'ai commencé à rentrer un peu intérimaire pour voir un peu si je peux trouver quelque chose en attendant de ce que moi, réellement, je souhaite avoir. Parce qu'on est bien payé, on est bien suivi aussi. Donc après, c'est ça un peu les avantages. Et puis on nous rappelle toujours, on est toujours rappelé, contrairement quand on a un contrat dans le privé, une fois que c'est fini, quoi. C'est une toute première expérience, j'ai 35 ans et donc sous la proposition du Pôle emploi, donc je me présente aujourd'hui à cette journée pour essayer, pourquoi pas, les agences d'intérim. Ça fait quand même plus d'1 an que je suis demandeur d'emploi et donc voilà, plus par contrainte parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'offres au niveau des agences d'intérim. Et après le speed dating, les impressions sont plutôt bonnes. Très bonne impression, très bien renseigné. On va voir ce que les autres vont me proposer en fait. Mais ça, franchement, ouais, ça s'est bien passé. C'est très ciblé, j'aime bien. Avec pas moins de 6 agences d'intérim rassemblées ce matin à Baduel, les demandeurs d'emploi ont de quoi défendre leur candidature. Nous avons contacté les agences d'intérim au préalable pour connaître déjà leur disponibilité en termes de date, d'où le mois de mars, le 23 mars. Nous avons ensuite recensé leurs besoins en termes de postes. Après, nous avons fait une présélection au niveau des demandeurs d'emploi. Donc, nous les avons préparés à 2 types d'ateliers, identifier ses atouts et ses compétences et après un atelier 5 minutes pour convaincre. 5 minutes pour convaincre, donc 5 minutes durant lesquelles les recruteurs font leur profilage. 5 minutes, c'est vraiment très très court. Même si les personnes ont été savamment préparées par Pôle emploi à se présenter, etc. C'est vrai que c'est difficile sur un CV qui nous est remis à l'instant T en 5 minutes de vraiment approfondir une candidature. Néanmoins, on a quand même les grandes lignes. On arrive à savoir leur disponibilité, on arrive à déceler rapidement de la motivation, des possibilités de se déplacer également, parce que ça reste aussi important. Et puis aussi la présentation, le savoir-être. Pour ceux qui souhaiteraient se tourner vers ce type de contrat, vous pouvez vous rapprocher des différentes agences d'intérim ou vous rendre directement au Pôle emploi. Dans un instant, nous verrons que les crabes ont fait des heureux au CHU de Pointe-à-Pitre. Et puis revue des tendances pour choisir votre maillot de bain afin d'être la plus belle pour la période de Pâques. Le lycée de Pointe-Noire ouvre ses portes pendant les vacances. L'opération baptisée École ouverte a pour objectif de participer à la lutte pour l'intégration sociale et scolaire et valoriser également l'image de l'école auprès des jeunes à travers une dizaine d'activités ludiques, culturelles ou encore sportives. Linda Kayarsi. Mélodie a 10 minutes pour présenter une scène de l'ouvrage de Marivaux, L'île des esclaves. L'expression de mon visage, comment je parle, comment le jury peut me percevoir. Et donc je pense que je pourrais améliorer certaines choses et voilà, ça me sera bénéfique par la suite. Objectif, se préparer sereinement aux épreuves orales. Gérer leur stress, les postures, l'élocution, également prendre du plaisir à échanger avec le jury parce que c'est une évaluation sur une épreuve qu'ils ont durant l'année. Donc c'est juste ce qu'on voit ensemble. Ici, les activités proposées aux élèves, allient révision scolaire, activités sportives, mais aussi ludiques. Alors, en lycée professionnel, nous avons très souvent la problématique de la concentration. Donc ce matin, afin d'aider les élèves à se concentrer et à travailler peut-être autrement, nous avons choisi de travailler sur les puzzles. Donc ce qui permet à chaque élève d'avancer à son rythme et de se concentrer. Il a un objectif, c'est terminer. Les formations et les stages ne sont pas en reste. Formation aux gestes de premier secours ou encore aptitude à la fonction d'animateur font partie du programme. On a un groupe de jeunes motivés et qui ont envie d'aller de l'avant et d'apporter un petit peu toute leur petite expérience au niveau des enfants. C'est que j'aurais bien aimé être dans les colonies de vacances, le séjour, les enfants. Enfin, j'adore les enfants, donc je suis là pour apprendre encore plus et pour pouvoir après travailler avec pendant les vacances.
Mission réussie pour le LPO de Pointe-Noire, dont l'objectif est de participer à la lutte pour l'intégration sociale et scolaire, tout en valorisant l'image de l'école auprès des jeunes et des familles à travers son projet École ouverte. Il s'agit d'ouvrir le lycée pendant les vacances. Donc ici, nous ouvrons la première semaine des vacances de Pâques, donc du lundi 21 à demain, jeudi 24 mars, afin de permettre aux élèves volontaires de pouvoir accéder à des cours de soutien dans diverses disciplines et également des ateliers l'après-midi d'activités sportives et culturelles. À mon sens, je pense que pour une première édition, l'équipe entière s'est mobilisée pour que ce soit une réussite. Les enseignants jouent le jeu, les intervenants jouent le jeu, nos élèves également jouent le jeu parce qu'ils viennent malgré le fait que ce soit les vacances. Pour une première, plus de 120 élèves se sont donné rendez-vous dans les murs du lycée pour les vacances de Pâques. Des crabes au CHU, l'idée peut effrayer certains d'entre vous. Néanmoins, cette visite surprise a ravi les enfants hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre. Cet après-midi, une animation pédagogique à laquelle a assisté Loïs Ilias. Christian Jacobin est arrivé au service pédiatrique du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme avec ses crabes enfermés dans cette cage. Le crabier lait installe un faux terrier et un vrai piège à crabes et présente ses crustacés aux enfants qui sont à la fois curieux, craintifs et émerveillés. Tu veux toucher? Tu veux toucher? Mets ta main là, c'est là, comme ça. Tu fais avec moi. Oui. Tu veux pas? Tout à l'heure, tu vas toucher là. Tout à l'heure. Crabe à barbe, c'est ma faute, Bordeaux, gaucher, crabe syrique. Il existe des milliers d'espèces de crabes. Christian a ramené 4 spécimens. Cette crabe-là, c'est un gaucher. Gaucher? Oui. Là, c'est une femelle. Hein. Excuse-moi, j'ai une femelle. C'est une femelle. C'est un mâle, hein. Son obus est plus petit. Oui. Shaina, Maïli, Théo ont beaucoup appris sur la vie de ces crustacés. Il fallait beaucoup d'années pour apprendre à attraper, tenir et beaucoup de patience. J'ai appris qu'on peut reconnaître un crabe grâce à son nombril. On peut le reconnaître si c'est un mâle ou une femelle. J'ai appris aussi comment les attacher, comment les attraper dans la nature. C'est impressionnant, c'est gros et c'est beau. Les enfants qui sont à l'hôpital, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Les enfants entendent parler de la fête du crabe, tout ça. Peut-être qu'ils regardent un peu à la télé, mais peut-être on ne sait pas. Mais là, en réalité, au moins ils ont touché du doigt. Ils ont vu les crabes, comment je l'ai expliqué, comment tenir une boîte, comment tout on fait, la manière pour manipuler, pour tenir le crabe. Il faut qu'il y ait une transmission demain. Parce que moi j'ai des enfants que j'apprends déjà comment faire, comment il faut protéger les crabes, tout ça. L'équipe d'éducateurs de jeunes enfants du CHU a choisi de mettre à l'honneur le crabe et de permettre aux enfants d'oublier la maladie un court instant. Le but de cette activité, c'est de pouvoir dédramatiser l'hospitalisation. C'est de permettre aux enfants de vivre au rythme justement de l'extérieur et de simuler un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et ça a un effet bénéfique parce que nous intervenons pour le bien-être des enfants. On essaye de faire en sorte que l'enfant reste un enfant. Et donc, en l'occurrence, il a besoin d'avoir cet environnement pour pouvoir s'épanouir et être bien malgré la maladie et malgré toutes les pathologies qu'on peut rencontrer ici. Christian Jacobin veut continuer de transmettre son savoir envers la jeune génération afin que nos traditions perdurent. Autre tradition mise à l'honneur aujourd'hui, le Holi ou Pagua est célébré aujourd'hui par la communauté hindoue dans le monde. Un moment festif caractérisé par ces poudres multicolores où tout le monde s'asperge pour se réjouir de la victoire du bien sur le mal. La communauté hindoue-guyanaise était rassemblée aujourd'hui au temple de Maturi. On regarde le reportage de Mia Pierre d'ATV Guyane. Après les prières, place aux couleurs, c'est la Holi, fête religieuse hindoue qui annonce une nouvelle saison.
Les participants se lancent de l'eau et de la poudre colorée. Ils partagent des mets spéciaux avec leurs proches, leurs amis et autres personnes. Une communion pour briser toutes les barrières sociales et établir un pont entre les différentes branches sociales et différentes communautés. Beaucoup de mets festifs qu'on fait, plein de sucreries, tous végétariens, souvent à base de lait, mais c'est que des plats et des mets végétariens qu'on mangera aujourd'hui, très sucrés, voilà, pour symboliser la victoire. Donc, voilà. Et ce qui explique le jet de couleur qui représente le happiness, la joie. Que vous soyez hindou ou non hindou, tant que vous venez, vous pouvez venir célébrer avec nous, il n'y a aucun souci. Plusieurs légendes sont associées à la Holi. La plus connue est celle du roi démon Hiranyakashipu et de son fils qui est plutôt doté d'une grande foi, dont la leçon principale permet de souligner le triomphe du bien sur le mal, de l'amour sur la haine. C'était une petite bataille familiale entre un fils qui était très jeune, qui croyait en Dieu, mais son père qui était le roi, donc le souverain de l'État, qui ne croyait pas en Dieu. Il se croyait le supérieur, donc il se prenait pour Dieu. Et son fils qui était contre, donc le père a quand même essayé de tuer son fils pour promouvoir, pour garder son image de super puissant. Et ça a mal tourné en fait, et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Donc la victoire du fils contre le père qui était un tyran en fait. Aujourd'hui c'est le jour de la victoire du bien naturellement contre le mal. Aujourd'hui nous avons suffisamment de mal autour de nous dans notre vie. Aujourd'hui ça marque une pause, aujourd'hui c'est vraiment un grand festival où les couleurs parlent d'elles-mêmes. La Holi est l'occasion pour le peuple indien de s'enraciner dans la tradition pour mieux vivre le présent dans l'amour, la joie et le partage. Pendant les fêtes de Pâques, c'est bien connu, les corps seront exposés sur les plages, l'occasion de porter son plus beau maillot de bain. Revue des tendances pour cette période avec Karen Diamin. Intemporel de la mode, le maillot de bain est un véritable accessoire de mode s'il est bien choisi. Tous les maillots n'iront pas sur tout le monde, comme toujours le même problème en fonction donc, des hanches, de la poitrine, du ventre qu'on veut ou pas cacher. Chaque personne a son maillot. Josette par exemple, celui-là lui convient tout à fait, il y a un maintien, c'est une femme quand même qui est fine, le rose précédemment te va, il y a d'autres maillots que je ne te proposerai pas, parce que ça ne tira pas, Voilà, en fonction de la poitrine, en fonction des hanches, celui-là t'habille, parce qu'un maillot doit habiller, et d'autres ne t'habilleront pas. Tu auras la poitrine qui va ressortir, et donc voilà, c'est tout. Après, bon, elle peut mettre un 2 pièces par contre, parce que ça, vu ta morphologie, tu peux mettre aussi ce style de maillot qui t'habille et qui te maintient. Une pièce, 2 pièces, en triangle ou en bandeau, le maillot de bain sera donc la star de ce week-end de Pâques. Mon maillot phare, ce sera un maillot coloré avec des couleurs fluorescentes, pétantes au soleil. J'aime les maillots qui soient pratiques à porter, qui soient confortables et qui soient colorés parce qu'il y a du soleil, donc il faut que ça mette notre teint en valeur. Et pour se mettre en valeur, Farah nous propose la tenue idéale pour être la plus originale. On va vraiment partir dans on va dire un choix très coloré. Donc je vais opter pour ce maillot-là. Donc en fait c'est une marque qu'on fait, donc c'est la marque Else. On va passer aux accessoires de mon maillot. Donc les boucles d'oreilles, chez Apparence aussi, il faut savoir qu'on est spécialisé dans les bijoux. Pareil pour femmes. Ma montre, toujours aux couleurs de mon maillot. Ma robe, toujours pareil aux couleurs de mon maillot. Bien sûr, ma pochette. Et mes chaussures. Pour Pâques, c'est vraiment la robe idéale. Super sympa, enfilée, les couleurs super jolies pour Pâques et puis facile à laver, facile à porter. La pochette tendance donc de la marque Waymarie. Pareil au niveau des couleurs, facile à porter avec
ma robe, ma montre assortie à ma robe et mes anneaux. Alors pour être au top pour ce week-end, mesdames, une chose, accessoirisez votre maillot. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y aura des coupures d'électricité demain à Saint-François de 8h30 à 15h dans le quartier, la zone de Belle-Allée et dans le bourg également, et puis de 8h à midi à Grande-Savane. L'Établissement français du sang fait appel à vos dons également. Demain, une collecte mobile sera mise en place au centre commercial d'Estrelante de Baie-Mahault dans les portes 4 et 5 de 8h30 à 13h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.